Pour un ordinaire de course extraordinaire, nous vous embarquons à nos côtés à Madère pour un événement mythique, le Mute. Le Mute, Madeira Island Ultra Trail, se déroule chaque année en avril. Partant de Porto Moniz et finissant avec une arrivée magique au bord de l'océan à Machico, la course traverse l'île de Madère en 115 km et 7100 mètres de dénivelé positif. Ce reportage se fera en mode 100% inside sur le 85 km. Mais il faut savoir que l'organisation propose d'autres distances. Le retrait des dossards s'est effectué à Machico. C'était donc l'occasion aussi pour les coureurs de se photographier sous l'arche d'arrivée. 1, 2, 3. L'organisation est efficace puisque nous n'attendrons que 5 minutes. Dans le kit coureur du 85 km, nous avons eu la bonne surprise de découvrir 2 t-shirts techniques et de qualité. Éventuellement, les coureurs pouvaient compléter leur équipement sur place avec le stand partenaire Hoka et la boutique officielle. Comme notre arrivée se fera de nuit, nous profitons ensuite de cette belle journée pour repérer les 8 derniers kilomètres du parcours. Nous en prenons déjà plein la vue. Désormais, il est temps de se reposer car le départ se fera demain, le samedi 23 avril 2022 à 7 h du matin. Nous partons d'un pas décidé pour prendre la navette mise en place par l'organisation pour rejoindre le départ du 85 km à São Vicente. Vous pourrez suivre en bas à gauche de ce reportage l'avancée du parcours. Le dénivelé positif du Mute 85 est de 4700 mètres. Les bâtons sont recommandés, mais nous avons fait le choix de ne pas les prendre pour une meilleure gestion des prises vidéo. Nous espérons donc que vous en prendrez plein la vue. Dès le départ, je réalise rapidement que la course va être compliquée pour moi. D'ailleurs, je me retrouve d'entrée de jeu avec les 5 derniers. Pascal prend de l'avance pour faire ses prises de vue. C'est la première fois que je me lance dans un trail avec autant de dénivelé. Les montées étant mon point faible, je savais que cette course serait un véritable challenge. Au début de la première descente, je rejoins Pascal et nous prenons la direction du point de contrôle au kilomètre 10, Ribeira Grande. Merci Pascal. Je sais, je t'avais vu sur la diagonale. Sur tes Ouais, ouais. Ah, ça m'avait énormément aidé. Franchement, c'est top. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de trailers qui te remercient. Deuxième montée, cette fois plus raide. Une succession de marches dans un décor de rêve, mais je n'arrive toujours pas à suivre et je me retrouve même avec les serre-files. Pendant la montée, nous rejoignons le parcours du 115 km. Donc là, on retrouve le grand parcours, le 115 km. Ils sont gourmands. Et ils nous doublent. Après combien de kilomètres vous avez? On est à 43 et des. Voilà. 43. Il y en a un qui a fait un détour derrière, 45. Ah ouais, j'ai 45. Non, que ça monte aussi là. Je me sens déjà fatiguée. À ce moment-là, je doute sur mes capacités à terminer cette épreuve.
Arrivé à 1000 mètres d'altitude, je vais pouvoir reprendre mon souffle en longeant le canal qui offre, par moments, un panorama magique et donne un avant-goût de la suite du parcours. Direction le ravitaillement 1. Je suis plutôt à l'aise en descente, mais elle s'avère aussi compliquée et cassante que les montées. On retrouve Nassir au ravitaillement avec une bonne soupe. Alors comment ils sont les ravitaillements là? Ah, ils sont top, hein. Franchement. Il y a tellement de choses, surtout là, la patate douce, c'est rare qu'on en trouve. Hein. Alors là, on va repartir bien là. Après 10 minutes de pause au ravitaillement, nous continuons à descendre. Le plat chaud m'a requinqué et je repars remotivé. Pascal m'annonce une montée raide à venir, mais courte. Nous longeons un gros tuyau vert avec des passages vertigineux. J'ai du mal à garder un rythme soutenu. Je suis obligé de m'arrêter 2 fois pour reprendre mon souffle. Les coureurs du 115 m'encouragent en me dépassant. En haut, j'entends Pascal crier « Allez Lamia !» Ça me rebooste. Je le rejoins et nous trottinons sur 3 km jusqu'à la prochaine montée. Cette fois-ci, la montée est moins violente, elle est aménagée et plus agréable. J'arrive à suivre le rythme de Pascal et je profite du panorama. Nous entamons la descente avec Nassir. Discuter avec lui me fait oublier les douleurs de la course et les kilomètres avancent sans que je m'en rende compte. Nous devons désormais faire une boucle pour aller au ravitaillement 2. Nous croisons justement les coureurs qui en reviennent. Pascal récupère le sac d'allègement, mais vu qu'on n'a pas eu une seule goutte de pluie, nous prenons que les barres énergétiques. J'ai perdu l'appétit, je n'arrive pas à m'alimenter. Je préfère prendre de l'avance sur les barrières horaires, sachant que la prochaine montée s'annonce être la plus longue et la plus difficile. Pascal restera 10 minutes de plus avant de me rejoindre. Effectivement, la montée s'avère longue et interminable. Nous zigzagons dans la forêt, mais nous apprécions malgré tout cette diversité de paysages. Et je suis contente d'avoir distancé les cerfils, ce qui me rassure beaucoup. Nous entendons les bénévoles encourager les coureurs. Je pense qu'ils n'auront plus de voix car ils ne s'arrêtent pas de crier. Nous sommes motivés pour les rejoindre, surtout que le panorama se dévoile petit à petit. On sent que ça devient difficile pour tout le monde. Je suis impressionnée par les coureurs du 115 km qui nous doublent toujours. La succession de marches irrégulières tout au long de cette course me donne des douleurs dans les jambes. Mon objectif est déjà d'atteindre le refuge de Pico Ruivo, mais pour y arriver, plusieurs petites pauses ont été nécessaires.
Au refuge, ravitaillement 3, je suis satisfaite d'arriver à ce stade. Nous prenons quelques morceaux d'orange, mais nous sortons rapidement car l'intérieur est chauffé et nous ne voulons pas avoir trop froid en repartant et tomber malade. Une fois le Pico Ruivo passé, je pensais avoir fait le plus dur, mais finalement cette portion à venir allait être plus compliquée. Cependant, les passages étaient magiques et diversifiés. Échelles, grottes, corniches, une vue vertigineuse constante. Je vous laisse découvrir ça avec les prises vidéo de Pascal. Nous entamons la longue descente. Au vu du graphique de la course, je m'imagine que la suite sera plus simple. Mais en réalité, le terrain est très glissant et pour le coup sans bâton, nous perdons beaucoup de temps. La nuit tombe, une nouvelle aventure débute. Je commence à avoir mal aux orteils, ce qui me fait ralentir un peu plus. Pascal se sent bien, il marche à bonne allure, alors que moi je suis obligée d'alterner marche et course. Après une chute sans gravité, je redouble de vigilance et nous arrivons au ravitaillement 4 Portela. Nous y resterons 5 minutes maximum pour ne pas perdre d'avance sur la barrière horaire. Nous continuons sur une descente hyper raide. Je commence à avoir des nausées, mais je continue. Contente d'arriver enfin au dernier ravitaillement situé à Porta da Cruz, nous prenons 15 minutes de pause et Pascal m'oblige à manger une soupe de pâtes et poulet. Je repars en meilleure forme, il nous reste désormais 15 km pour réussir ce challenge. Nous grimpons sur les hauteurs de Porto da Cruz et toujours des marches. Je pense que dans mon lit, je continuerai à monter des marches dans mes rêves. Nous arrivons sur une corniche. Nous pensions que ce serait plat, mais en réalité, c'est légèrement vallonné. Et au vu de notre état de fatigue, nous trouvons ça difficile. Cette fois, nous atteignons la dernière partie dont nous avons fait le repérage de jour. Donc nous savons désormais qu'il ne reste plus de montée. Ce que je conseillerais aux personnes qui doutent de leur capacité comme moi, c'est de ne pas visualiser le parcours dans sa globalité, mais de l'attaquer étape par étape, tel que me l'a appris Pascal, afin d'arriver jusqu'au bout. Allez, bienvenue pour Marseille-Provence Production. Ils terminent leurs 85 km. Félicitations à Pascal, Martin et Lamia El Jazili. Bravo. Alf Mabrouk.